Bonjour à tous. Donc désolée pour le petit changement de programme de dernière minute, c'est de ma faute. Je me suis rendu compte que ça aurait été plus logique que je parle en premier et j'ai attendu hier soir pour suggérer ça aux organisateurs. Donc désolée. Oui, je commence cette journée en vous proposant une vision des services écosystémiques du point de vue d'un écologue. Et j'attaque ma présentation de façon un peu abrupte en vous rappelant une définition de ce qu'est la biodiversité, parce que, comme vous allez le voir, le concept est un peu important quand on discute de services écosystémiques. Et cette définition de la biodiversité, elle s'appuie sur le fait que le vivant, de façon générale, est un objet structuré, hiérarchisé, avec différents niveaux d'organisation qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc depuis le niveau qu'on pourrait dire le plus fin d'un point de vue de la biologie, qui est le niveau des molécules, jusqu'au niveau de l'ensemble du vivant sur la planète, qu'on va appeler la biosphère. Et les niveaux les plus fins d'organisation font l'objet de différentes disciplines en biologie, la biologie moléculaire, la biologie des organismes. Mais en fait, la plupart des niveaux d'organisation sont étudiés par l'écologie. Et une définition de la biodiversité, qui est une définition relativement utilisée, puisque c'est celle qui a été fournie par la Convention sur la diversité biologique, c'est la variabilité de tous les organismes vivants, donc de toute origine. Ça inclut les écosystèmes terrestres, marins et tous les autres écosystèmes. Et en particulier, ça comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces, et la diversité des écosystèmes. Et donc vous voyez que ça, sur l'ensemble des niveaux d'organisation, ça n'allume que 3 niveaux en particulier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la biodiversité, c'est vraiment la diversité du vivant à tous les niveaux d'organisation. Donc ces 3-là, bien sûr, mais aussi des diversités de paysages, de composition des communautés, des diversités de fonctions, etc. Et un autre élément très important qui n'apparaît pas de façon évidente dans cette définition, c'est que les interactions sont importantes pour comprendre le fonctionnement de la biodiversité. Des interactions à l'intérieur d'un niveau et entre niveaux. Et une image qui illustre bien ça, c'est que la biodiversité peut être vue comme un tissu vivant, donc un tissage sur la planète de tous les niveaux d'organisation du vivant, de leur diversité et des interactions entre ces éléments, au sein duquel il y a une espèce en particulier qui est l'être humain, qui est inclus dans ce tissu vivant. Et les services écosystémiques, c'est une façon d'illustrer cette inclusion, cette dépendance de l'humain par rapport au reste de la biodiversité. Je vous donne juste une définition d'écosystème aussi, puisqu'on va parler de services écosystémiques, et que dans le programme de première, il y a cette notion d'écosystème. Donc je ne vais pas m'appesantir sur cette définition, mais ça représente l'ensemble des êtres vivants qu'on trouve à un endroit donné et l'environnement physique dans lequel ils vivent et bien sûr leurs interactions. Et donc on va avoir différents types d'écosystèmes, notamment en fonction de l'environnement physique dans lequel on trouve ces êtres vivants. Alors, quand on parle de services écosystémiques, on a une place importante de la biodiversité et aussi une place importante du fonctionnement et des flux de matière et d'énergie dans ces systèmes écologiques. Et en écologie, pendant très longtemps, il y a eu 2 façons un peu différentes d'aborder la biodiversité qui se sont développées d'abord séparément et puis qui sont de plus en plus en train de se réunir, et notamment via la notion de service écosystémique. Donc on a une vision qui est plutôt évolutive, qui réfléchit sur l'évolution des organismes vivants, qu'on appelle l'écologie évolutive, donc, qui notamment a pris son essor avec les travaux de Charles Darwin, qui est très centré sur le fonctionnement des populations et des espèces, et qui a, parmi un de ses objectifs principaux, d'essayer d'expliquer l'origine de la diversité actuelle du vivant.
Et en parallèle de ça, une vision fonctionnelle, donc écologie fonctionnelle, qui va plutôt travailler sur des lois physico-chimiques et des flux de matière et d'énergie dans les systèmes écologiques, qui est plus centrée sur le niveau des écosystèmes. On inclut les êtres vivants et leur environnement physico-chimique, et qui a comme grande question, parmi d'autres, d'essayer de comprendre l'origine et le rôle de l'abondance des différentes catégories d'êtres vivants dans un écosystème. Et une des questions des services écosystémiques, ça va être, en tout cas du point de vue de l'écologie, d'essayer de relier la diversité avec le fonctionnement de ces écosystèmes et derrière les services qu'ils fournissent. Autre élément de contexte, avant de vous parler vraiment directement de services écosystémiques, c'est qu'on est dans une période dite de crise de biodiversité qui se manifeste de différentes façons. Alors bien sûr par des extinctions d'espèces, c'est peut-être ce dont on a parlé en premier, mais en fait ce n'est pas la principale manifestation à l'heure actuelle. La principale manifestation, elle se passe sous forme de changement de distribution et d'abondance d'espèces qui sont encore présentes, qui ne sont pas éteintes, mais qui sont en train de changer de façon assez dramatique. Donc, je vous mets juste quelques illustrations. Ici, l'aire de distribution du lion en rouge, avant que les humains aient commencé à avoir des effets sur sa population. En bleu, l'aire de distribution actuelle. Donc, cette espèce-là a perdu 90% de son aire de distribution. Et bien sûr, ce n'est pas la seule, c'est quelque chose d'assez massif. En France, il y a eu il y a 2 ans une alerte de la part du Muséum d'histoire naturelle et du CNRS pour signaler qu'en 15 ans, les oiseaux des espaces agricoles avaient perdu 15% de leur population. Et une autre étude, plus ou moins en même temps, qui montrait qu'en Allemagne, en 30 ans, on avait perdu les 3/4 de la biomasse des insectes, toujours dans les espaces agricoles. Donc des changements dans la composition des assemblages d'espèces, l'abondance des espèces, qui ont des conséquences aussi sur les flux de matière et d'énergie. Donc un changement de fonctionnement des écosystèmes qui est lié au fait que toutes les espèces ne sont pas affectées de la même façon par cette crise de la biodiversité. Et notamment, on a tendance à avoir préférentiellement certains niveaux trophiques qui disparaissent. Donc typiquement les grands prédateurs, les espèces qui sont au sommet des chaînes trophiques, ou en fonction de la spécialisation écologique des espèces, à quel point les espèces ont des besoins écologiques spécifiques, avec une disparition préférentielle des espèces très spécialistes. Et ça conduit à des modifications de fonctionnement des écosystèmes. Donc là, je vais passer assez vite là-dessus, mais on a des phénomènes qu'on appelle de basculement d'écosystèmes, qui sont des changements qu'on peut appeler catastrophiques, qui se font de façon très rapide et difficilement prévisible. On a des passages d'un état, qui est un état qu'on connaît depuis suffisamment longtemps à l'échelle humaine, et on s'avance dans un système où cet état disparaît, ne peut plus exister, et on a un basculement très rapide dans un état alternatif. Donc un exemple classique et qui arrive très souvent de ce basculement, c'est l'eutrophisation des écosystèmes aquatiques, où on passe de systèmes aquatiques avec des eaux claires et riches en oxygène à des systèmes avec des eaux troubles, pauvres en oxygène, beaucoup moins de grands poissons, etc. Mais vous avez le même phénomène pour des conversions de forêts en savane, par exemple, ou les phénomènes de désertification. Alors, ceci étant dit, on a des modifications de la biodiversité et du fonctionnement de cette biodiversité et des écosystèmes. En parallèle, on sait que les humains, les sociétés humaines sont très dépendants de cette biodiversité pour leur fonctionnement quotidien. Donc la démonstration la plus basique, c'est juste de regarder ce qu'on consomme en tant que source d'énergie. Tout ou presque toute notre alimentation dépend du vivant. Et si on regarde l'oxygène qu'on respire, c'est quelque chose qui a été produit il y a très longtemps, certes, mais qui a été produit par des organismes unicellulaires et plus tard par des plantes photosynthétiques, et qui est toujours maintenu d'ailleurs par ces organismes.
Par ailleurs, on sait qu'on vit dans un monde fini, dont on est en train d'utiliser probablement plus que ce qui est disponible en termes de ressources. Alors, tous ces constats, donc, quelles conséquences ont les changements de la biodiversité sur le fonctionnement des sociétés humaines? On a essayé de l'illustrer à travers cette notion de service écosystémique qui, au départ, était pas définie de façon très stricte. Il y avait plusieurs termes qui étaient employés, par exemple les services de la nature, comme dans ce livre qui a été publié en 1996, si je me souviens bien, les services écologiques, les services environnementaux, et qui correspondent à l'ensemble des bénéfices que les humains tirent des écosystèmes ou, de façon plus générale, de la nature, de la biodiversité, du vivant. Et l'idée, c'était vraiment de rendre compte de la dépendance des êtres humains vis-à-vis de la biodiversité, de fournir une image de cette dépendance. Et donc, ça proposait un type de valeur pour cette biodiversité qui n'était peut-être pas très mise en avant jusque cette période, donc les années 90, qui est une valeur instrumentale, c'est-à-dire utilitaire. La biodiversité, le vivant, nous est utile. Et on sait que les sociétés humaines sont très sensibles au changement de leur environnement. Donc, je vous illustre ça avec cette étude qui ne parle pas du tout de biodiversité, mais qui parle de changement climatique. C'est une étude qui a utilisé des données historiques pour mettre en relation les variations de la température au cours du temps, donc à la sortie du Moyen-Âge, au moment où on a eu un petit âge glaciaire, avec le nombre de conflits armés dans différentes régions du monde. Et donc ce que vous voyez, c'est que quand il fait chaud, tout va bien, l'agriculture fonctionne normalement, il y a à manger, il n'y a pas beaucoup de conflits armés. Quand il se met à faire froid, on a une forte augmentation de ces conflits armés. Donc question, est-ce que les changements qu'on est en train d'imposer sur la biodiversité et sur les services qu'elle nous fournit peuvent avoir ce même genre de conséquences pour le fonctionnement de nos sociétés? Une deuxième étape importante pour ce développement des services écosystémiques, c'est un bilan mondial de l'état des écosystèmes et des services qui fournissent, qui a été fait à la demande des Nations Unies au début des années 2000 et qui a abouti à la publication en 2005 d'un rapport qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, dont peut-être les orateurs qui viennent vont parler aussi, mais je passe assez rapidement. Le principe, c'était de répertorier l'ensemble de ces services qui sont fournis aux humains par la biodiversité. Il y a eu une proposition de catégorisation en grands types que je vais vous présenter plus tard, et d'essayer d'évaluer leur état de conservation, leurs tendances temporelles et des scénarios pour un futur relativement proche. Donc ces grands types de services, ils sont là. Alors la catégorisation change avec le temps. Là, c'était la première catégorisation. Vous avez des services d'approvisionnement, des services de régulation environnementale, des services culturels et un quatrième grand type qui en fait actuellement n'est plus retenu, qui est un service de support qui ne fournit pas vraiment directement des services aux sociétés humaines, mais qui sont des fonctionnements qui sont indispensables pour que les autres services puissent fonctionner correctement. Donc actuellement, on ne retient plus ce type de service, mais au départ, il était là. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples de ces services. Je n'ai pas vocation à faire quelque chose d'exhaustif là, mais c'est des illustrations. Donc, pour les services d'approvisionnement, qui sont peut-être ceux auxquels on pense le plus spontanément, c'est un des rares services qui, de façon générale, est plutôt en augmentation. Bien sûr, il y a toutes les productions agricoles qui rentrent dans ces catégories, mais comme le programme de première fait pas mal référence aux écosystèmes forestiers, j'ai essayé de vous mettre, quand je pouvais, des exemples issus de la forêt. Ça ne va pas être que ça, vous verrez. Mais... Donc, un exemple d'un service d'approvisionnement qui est aussi en augmentation, c'est la fourniture de bois de chauffage par les forêts. Donc, vous avez ici un graphique qui vous représente la production dans différentes régions du monde au cours du temps et à quelques exceptions près, notamment l'Europe tempérée, donc chez nous,
ce sont des productions qui sont en augmentation au cours du temps. Voilà. Par ailleurs, il y a d'autres services d'approvisionnement qui sont en déclin très fort, notamment l'approvisionnement en poissons dans les pêcheries des océans, où depuis les années 50, on estime qu'on a perdu de l'ordre de 90% des populations de poissons du fait de la surpêche. Une autre illustration donc, de la diversité des approvisionnements possibles autour des écosystèmes forestiers. Donc, bien sûr, vous avez de l'approvisionnement en bois qui peut donner un certain nombre de matériaux utilisables, donc des fibres par exemple pour faire du papier, du bois de chauffage, du bois de construction, mais aussi en fonction des endroits du monde, des sociétés, vous pouvez avoir des sources de nourriture, d'autres matières premières, et puis voilà, vous avez une liste assez diversifiée des approvisionnements possibles. Un autre type d'approvisionnement particulier, ça peut être une source d'inspiration pour des développements technologiques. Donc ça, c'est un sujet qui est très à la mode, le biomimétisme, ou des solutions fondées sur la nature pour essayer de répondre à certains défis. Donc, plusieurs exemples. Par exemple, dans la catégorie médicaments, vous avez deux exemples. Vous avez beaucoup de médicaments qui sont soit directement extraits d'organismes vivants, soit inspirés de molécules qui sont produites par le vivant. Donc, je pense que vous connaissez tous la pénicilline, qui est le premier antibiotique qui a été produit et qui est produit par un champignon. Vous avez le Taxol, qui est une molécule très utilisée en chimiothérapie contre le cancer, qui est produit par l'IF. Et puis voilà, vous avez donc l'étoile d'araignée, je pense que je ne vous donne pas le détail puisque c'est très connu. Vous avez cet exemple-là qui est assez marrant, sont un groupe d'insectes dont les larves, pour croître, doivent se développer dans du bois qui vient juste de brûler. Et donc les adultes de cette espèce ont des capacités de détection d'incendie à très longue distance, avec une combinaison de systèmes de détection dans les antennes de fumée, là vraiment à très longue distance, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, disent certains chercheurs, et des détections à plus courte distance avec des détecteurs infrarouges qui leur permettent de repérer très efficacement les incendies. Voilà, je ne passe pas sur tous les exemples, mais une source d'inspiration possible. Dans les services de régulation environnementale, quelques exemples, une contribution très importante de l'ensemble du vivant au stockage du carbone et donc à la régulation du climat. Par exemple, le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère du fait de nos activités de consommation d'énergie fossile, mais aussi de destruction de certains habitats naturels, tout ce CO2 ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Donc c'est variable d'une année sur l'autre, mais il y en a seulement une petite moitié qui reste dans l'atmosphère. Le reste est stocké soit dans l'océan, soit dans la végétation terrestre. Et vous avez ici sur ce graphique la différence entre les quantités qui sont émises et les quantités qui restent dans l'atmosphère. Il y a certaines années où il y en a très peu qui restent dans l'atmosphère, d'autres années où ça marche moins bien. Un autre exemple de service de régulation environnementale, ça peut être une atténuation de certains phénomènes climatiques extrêmes. Et ici, je vous prends l'exemple des ouragans, dont les effets peuvent être atténués par des forêts littorales, des mangroves, qui sont dégradées par le fait qu'on a tendance à construire des canaux et des digues pour essayer de limiter les effets de ces phénomènes climatiques et les inondations. Ce qui a des conséquences sur la formation de deltas sur la côte et des effets négatifs sur la végétation. Et dans le cas de la Nouvelle-Orléans et de l'ouragan Katrina qui a eu les effets dévastateurs que l'on sait, cet ouragan, la même année, il y a eu un deuxième ouragan, dont vous avez le tracé ici, qui s'appelle l'ouragan Rita, dont vous avez peut-être moins entendu parler. Pourtant, Rita est un ouragan qui, en termes de vitesse des vents, était plus fort que Katrina, mais qui a eu beaucoup moins de dégâts matériels et humains.
Et une des raisons pour ça, c'est que, en termes de trajectoire, il est passé par des mangroves avant d'atteindre des zones de forte habitation. Et ces mangroves ont atténué la hauteur de la vague d'eau qui est soulevée et poussée par l'ouragan. Et là, en termes de hauteur de vague, la hauteur de vague était beaucoup plus faible pour Rita que pour Katrina, grâce à la présence de ces mangroves. Voilà, donc, et des effets sur les dégâts. Un autre exemple de régulation environnementale, le service de recyclage de la matière organique, donc qui est indispensable pour boucler les chaînes trophiques et redonner des éléments nutritifs pour les producteurs primaires, les plantes. Donc des exemples de dysfonctionnement de ces services de régulation environnementale. Dans les années 70, en Australie, il y a eu un gros problème de dégradation des pâturages. Pourquoi ? Parce que les bovins et les ovins qui ont été importés par les Européens qui sont installés en Australie produisaient des bouses qui n'étaient pas consommées par les recycleurs habituels, qui étaient plutôt habitués à des crottes de marsupiaux. Et donc ces bouses s'accumulaient dans les pâturages, elles n'étaient pas dégradées. Et donc ils ont été obligés d'importer des scarabées coprophages, donc des bousiers, là en l'occurrence en provenance d'Afrique du Sud, de façon assez massive. Un scarabée par tête de bétail et par an pendant 15 ans. Un autre service qui est très important, mais François Sarrazin vous en parlerait mieux que moi parce qu'il est spécialiste de la question, les charognards, donc, qui sont des espèces qui vont se nourrir sur des cadavres et qui peuvent fournir de façon assez ponctuelle des services écosystémiques. Par exemple, pour cette religion, les Parsis, donc on trouve notamment en Inde, qui ont un rituel funéraire qui ne passe pas par une inhumation ou une crémation, mais qui laissent les cadavres dans ces constructions qu'on appelle les tours du silence. Ils sont fermés tout autour, mais ouvertes sur le dessus. Et les cadavres sont accessibles aux vautours, qui viennent donc consommer ces cadavres. Et une situation où le service ne fonctionne plus bien, c'est une période en Inde où les populations de vautours se sont effondrées du fait de l'utilisation d'anti-inflammatoires pour le bétail, le diclofénac, qui est mortel pour ces vautours, je crois. Et donc, disparition d'une grande partie de ces vautours. Les cadavres ne sont plus bien consommés, ou en tout cas, ils sont consommés par d'autres oiseaux qui ne sont pas aussi efficaces que les vautours dans l'élimination. Les vautours consomment sur place le cadavre. Les autres oiseaux peuvent emmener des morceaux. Et vous voyez les problèmes sanitaires que ça peut poser. Voilà, dernière grande catégorie de services, les services culturels. Donc, qui peuvent passer soit par des interactions physiques avec les éléments de biodiversité. Donc, dans le cas des forêts, vous pouvez avoir une utilisation des forêts à des fins sportives, récréatives, des fins d'éducation, des sorties en forêt ou des fins scientifiques. Et puis, vous pouvez aussi avoir des interactions spirituelles avec ces éléments de biodiversité. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la forêt de Brocéliande. Et puis, un tableau du douanier Rousseau, donc une source d'inspiration assez forte. Alors, donc là, c'était une introduction de ce qu'étaient les services écosystémiques au départ, donc cette image de la dépendance des sociétés humaines au reste du vivant. En écologie, une question scientifique qui s'est posée, alors qui se posait déjà avant même que la notion de service écosystémique ait vraiment pris la lumière, mais qui a pris de l'importance en même temps que la notion des services écosystémiques, c'est quels sont les déterminants écologiques de la fourniture de ces services écosystémiques. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème ou un système écologique fonctionne bien et est capable d'assurer ces services écologiques? Est-ce que c'est une espèce ou une partie d'une espèce, par exemple un génotype particulier? Donc, dans le cas des espèces qui peuvent fournir des sources d'inspiration pour les détecteurs d'incendie, c'est probablement ça. Il y a une ou quelques espèces qui peuvent fournir ce service d'inspiration. Et c'est une approche qui a été très longtemps utilisée, par exemple, en agriculture. C'est en train de changer. Mais depuis la Révolution verte, donc un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé, pour faire de l'amélioration des plantes, de rechercher
la variété miracle pour une espèce particulière, donc la variété qui est résistante à une maladie, à la sécheresse, etc. Donc je vous ai mis juste une illustration, une variété de pommes qui résiste aux maladies. Donc ça, c'est en train de changer. On est en train de se dire que peut-être ce qui compte, ce n'est pas la résistance de la variété, mais la résistance de l'ensemble de la culture, qui peut être plusieurs variétés mélangées, voire plusieurs espèces mélangées. Et donc, d'autres options, c'est que ce qui importe pour le bon fonctionnement d'un système écologique et pour la fourniture de services, ce n'est pas la présence d'une espèce ou d'une entité particulière, mais plutôt d'une fonction particulière. Donc, je vous ai mis ici la capacité de fixer de l'azote atmosphérique, par exemple. Ou bien, est-ce que c'est la diversité en tant que telle qui est importante pour fournir ces services et notamment la diversité des interactions. Donc, pour poser la question un petit peu de façon différente, si on a une vision purement instrumentale des choses, c'est de combien d'espèces ou de combien d'entités du vivant avons-nous besoin en tant qu'être humain pour assurer notre bien-être. Est-ce qu'il suffit d'avoir quelques espèces, alors quelques, ça peut être plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, mais ça reste quand même une fraction infime de l'ensemble de la diversité des espèces, qui vont assurer les principales fonctions dont on a besoin. Et vous avez une illustration avec quelqu'un qui se pose cette question, qui vit dans un monde où il y a deux espèces, il y a Burger et McNugget, et il y a un petit texte ici qui dit que McNugget a la grippe aviaire. Alors donc ça, c'est une question qui a été très travaillée en écologie depuis les années 90 et qui se pose dans un cadre qui est un cadre conceptuel qui a été proposé, je ne me souviens plus la date, je ne sais plus si c'est la fin des années 90 ou le début des années 2000, mais l'idée générale, c'est qu'on a un système écologique, donc par exemple un écosystème, qui a une certaine structure en termes de composition en espèces, en termes de diversité génétique de cette espèce, qu'on peut caractériser. Cette structure va influencer une propriété de l'écosystème, un fonctionnement. Donc par exemple, la production primaire, donc la quantité de biomasse végétale qui est produite, la circulation de l'eau dans cet écosystème, etc. Et cette propriété, dans certains cas, va pouvoir fournir un service à un groupe humain, donc du bois de chauffage quand il s'agit de production primaire, de la lutte contre les inondations quand il s'agit de circulation de l'eau, etc. Et derrière, on peut rajouter une couche, ces services vont pouvoir éventuellement fournir des bénéfices dont on peut avoir une évaluation économique. Mais là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'il y aura d'autres interventions sur le sujet. Ces services et ces bénéfices vont influencer les activités humaines et notamment la croissance de la population avec des effets qui peuvent être positifs ou négatifs sur la structure de la biodiversité. Donc toute cette première partie de la chaîne fait plutôt l'objet des études en écologie et notamment comment la structure des communautés influence les propriétés, voire les services. Et le reste fait appel à plein d'autres disciplines dont je pense que vous allez avoir des aperçus dans le reste de la journée. Alors, en écologie, les propriétés qui ont été les plus étudiées pour l'instant, c'est cette production de biomasse végétale et sa stabilité au cours du temps. Il y a des études pour d'autres fonctionnements, je vous en parlerai un tout petit peu, mais le gros des études qui existent, le gros de ce qu'on sait sur comment la biodiversité influence le fonctionnement des écosystèmes, c'est en étudiant la production de biomasse végétale. Et c'est passé notamment par ces dispositifs expérimentaux de grande ampleur qui ont commencé aux États-Unis, donc c'est l'expérience de Cedar Creek que vous voyez ici, je crois, et qui ensuite ont été recopiés en Europe dans un réseau européen qui est implanté dans différents pays. Donc le principe là, c'était d'essayer de comprendre à quel point la diversité pouvait influencer le fonctionnement d'un écosystème, donc la production de biomasse. Et pour cela, le dispositif expérimental, alors ils sont concentrés sur un type de diversité, la diversité en espèces, avec un dispositif expérimental où vous voyez, vous avez des petits carrés de prairies là,
dans lequel on a contrôlé le nombre d'espèces présentes. Donc vous avez des carrés avec une espèce, des carrés avec 2 espèces, des carrés avec 4, 8, 16, 32, c'est allé jusqu'à 64, je crois, le plus qui a été fait. Et pendant plusieurs années, on regarde comment est-ce que la production de biomasse végétale est reliée au nombre d'espèces dans ces parcelles. Et donc les résultats, ils ressemblent à ça. Ici, vous avez un graphique qui vous montre la productivité primaire en fonction du nombre d'espèces dans les parcelles. Et chaque courbe représente une année différente de l'expérience qui a commencé ici en 1996 et qui a été suivie jusqu'en 2000. Et vous voyez que vous avez une relation positive entre les deux. Plus vous avez d'espèces, plus la productivité est importante. Et cette relation, elle sature assez vite la première année, mais avec le temps, elle devient de plus en plus forte. Et en 2000, il n'y a même pas de saturation. On pourrait penser que si on augmentait encore le nombre d'espèces, on pourrait encore augmenter la productivité. Donc il y a plusieurs mécanismes qui expliquent pourquoi il y a cette relation positive entre diversité et productivité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, mais un des mécanismes importants, c'est un phénomène de complémentarité entre les espèces. Quand vous avez plus d'espèces, vous avez des espèces qui ont des préférences écologiques différentes, qui vont utiliser des ressources un petit peu différentes, et donc qui, ensemble, vont potentiellement mieux exploiter l'ensemble des ressources à disposition. Donc un autre fonctionnement qui a été pas mal étudié, c'est la stabilité de la production de biomasse et aussi du fonctionnement de ces assemblages d'espèces de plantes. Et ici, vous avez la résistance à la sécheresse, c'est-à-dire à quel point est-ce que la biomasse végétale dans la communauté change entre avant et après un épisode de sécheresse. Donc plus ça change, moins la communauté est résistante. 0, c'est un cas où il n'y aurait pas du tout de changement malgré une sécheresse. Et vous voyez ici une relation positive entre la diversité, le nombre d'espèces et la résistance à la sécheresse. Là encore, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ça. Un des mécanismes importants, c'est que quand vous avez plus d'espèces, vous pouvez avoir plus de chances d'avoir des espèces qui sont résistantes à la sécheresse ou à n'importe quelle autre perturbation environnementale. Et donc, on augmente la résistance générale de la communauté avec le nombre d'espèces. Voilà. Et il y a eu, sur ce sujet-là, je pense qu'on peut dire des centaines d'études, probablement des milliers, beaucoup autour des plantes, et beaucoup de synthèses qui, par exemple, sont parties du constat que, certes, il y a une relation positive entre fonctionnement et nombre d'espèces, mais quand même, dans la plupart des cas, elle sature. Donc, si on raisonne toujours d'un point de vue utilitariste, on pourrait se dire, bon, bah là, il me suffit de 10 espèces pour avoir une communauté relativement stable. Dans ce cas-là, il me suffit de 4 espèces pour atteindre le maximum de productivité. Donc, peut-être, je n'ai pas besoin de conserver toute la diversité pour assurer le fonctionnement dont je dépends en tant qu'humain. Et donc, il y a des gens, par exemple, qui ont essayé de voir quel est le pourcentage d'espèces qu'il faut garder pour avoir le meilleur fonctionnement possible. Alors, c'est ce qui est représenté sur ces graphiques-là, qui sont un petit peu compliqués, mais l'idée générale est simple. C'est de regarder quel est le pourcentage d'espèces dont on a besoin pour avoir le fonctionnement le meilleur. Donc ici, par exemple, 10 espèces sur 25 avec une petite moitié, j'atteins le maximum. Et les différents graphiques, ça représente différentes conditions, donc à travers différents moments dans le temps, à travers différents endroits dans l'espace, pour différentes fonctions de l'écosystème et pour différentes perturbations environnementales. Et donc ce que vous voyez, c'est que si vous prenez une seule année, un seul endroit, une seule fonction et une seule perturbation, avec 20% des espèces, on arrive à garder le fonctionnement optimal. Mais si vous commencez à considérer plus d'années, plus d'endroits dans l'espace, plus de fonctions et plus de perturbations environnementales possibles, là, vous arrivez à des situations où peut-être il faut garder toutes les espèces pour s'assurer un bon fonctionnement de l'écosystème au cours du temps. Donc le consensus actuel dans la communauté scientifique, même s'il y a encore débat, il y en a toujours, c'est que la diversité en tant que telle est indispensable pour maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes et donc derrière les services écosystémiques.
à la fois dans l'espace, dans le temps et face à des changements environnementaux qui peuvent être de diverses natures. Il me reste encore combien de temps ? Là, je vois que j'en suis à 35 minutes à peu près. J'avais 50 minutes. Je laisse un peu de temps pour les questions peut-être ? Oui ? Encore 5 minutes ? Ok. Alors, je vous ai dit, la majorité des travaux ont été faits sur des communautés végétales et sur un fonctionnement qui est la production de biomasse. En fait, il y a eu d'autres travaux, par exemple sur la pollinisation, qui ont montré aussi que la diversité des pollinisateurs est importante pour assurer un bon service de pollinisation. Sur la prédation, que la diversité des prédateurs est importante pour assurer une bonne prédation et notamment un bon contrôle biologique dans les systèmes agricoles. Il y a eu des choses sur d'autres niveaux de diversité, parce que beaucoup a été fait sur la diversité spécifique. Mais il y a aussi eu, par exemple, des études sur la diversité génétique qui montrent le même phénomène. Un système a tendance à mieux fonctionner quand il y a plus de diversité génétique que dans une situation homogène. Donc c'est une notion, c'est service écosystémique, qui s'est développée de pair avec ces études sur la relation entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes et qui a énormément pris dans la communauté des écologues. Et notamment, il a énormément pris dans les publications scientifiques. Je vous ai mis une illustration là. C'est le pourcentage d'articles qui sont publiés en écologie qui contiennent le mot-clé service écosystémique. Donc ici, vous avez la publication du livre sur les services de la nature. Et là, vous avez le Millennium Ecosystem Assessment, donc la première grosse publication autour de cette notion. Donc ça a beaucoup marché, ça a été un peu détourné de son objectif initial, et on en reparlera, je pense, avec les autres présentations. Mais clairement, actuellement, quand on écrit un article en écologie qui parle de biodiversité, quand on demande un financement pour un projet de recherche autour de la biodiversité, c'est dur de ne pas mettre le mot-clé service écosystémique dedans. Et je suis la première à le faire. Hein. C'est un argument de vente très fort. Et là, on peut penser que 5% des publications, ce n'est pas beaucoup. En fait, ce sont des publications qui ont sorti service écosystémique comme un mot-clé. Si on cherche sur l'intégralité des textes de ces articles, probablement le pourcentage sera beaucoup plus élevé. Et donc, vous avez des travaux qui travaillent sur la biodiversité, du fonctionnement des populations, des choses assez fondamentales, qui vont dire service écosystémique, alors qu'ils ne travaillent absolument pas sur les services qui sont fournis par la biodiversité aux sociétés humaines, mais parce que voilà, c'est devenu la norme. Quand on travaille sur la biodiversité, il faut justifier en disant que ça peut être utile d'une façon ou d'une autre. Autre point important, mais ça je pense que François Sarrazin va vous en reparler, sont les conséquences en termes de conservation. Une chose qui émerge aussi de ces services écosystémiques, c'est que beaucoup sont, même si la diversité en tant que telle est importante, beaucoup sont quand même fournis par ce qu'on appelle de la nature ordinaire et des espèces relativement communes. Ça, c'est lié au fait que c'est quelque chose d'assez classique dans les assemblages d'espèces. En général, dans un assemblage d'espèces donné, par exemple, ici, une forêt dans les montagnes en Californie, vous avez quelques espèces très abondantes et beaucoup d'espèces très rares. Et souvent, ces quelques espèces très abondantes, eh bien, elles ont un rôle disproportionné dans le fonctionnement de l'écosystème. Les services, par exemple, si on regarde en France métropolitaine, les territoires qui nous fournissent les principaux services écosystémiques, ce sont souvent des écosystèmes dits ordinaires, donc par exemple les espaces agricoles, qui sont très importants, qui fournissent des services très importants, qu'il faut conserver. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait nos efforts de conservation sur les services écosystémiques, on risque de ne pas conserver l'intégralité de la biodiversité. Et je pense que ça, François Sarrazin vous en reparlera. Je termine, j'ai encore plein de diapos, mais je vais y passer très très vite, sur le fait qu'on est dans une situation où on a un double constat. D'une part, on a un consensus scientifique sur le fait que la biodiversité est indispensable à la survie et au bien-être des humains, mais qu'on continue à la dégrader allègrement. Donc une illustration avec une pile de crânes de bisons au moment où les colons américains ont tué massivement des bisons. Donc pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Le pourquoi, il y a plein de raisons, hein, mais un des moteurs, c'est qu'il y a des compromis entre les services, c'est-à-dire qu'un écosystème donné ne peut pas fournir de façon très importante l'intégralité des services. Une illustration avec les forêts. Donc juste pour vous dire que dans le terme forêt, on a potentiellement plein de choses. Hein. Une forêt, c'est, d'après la FAO, une surface d'au moins 1,5 hectare qui est couverte d'au moins 10% d'arbres. Mais là-dedans, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à un champ, une plantation d'arbres, ou une forêt primaire. Et en fonction de la catégorie, eh ben, une plantation d'arbres, ça va fournir un très bon service de bois de construction ou de bois énergie. Et en revanche, pour la protection du sol et la régulation du climat, ça ne va pas être terrible. Au contraire, une forêt primaire, ça va fournir de façon moyenne l'intégralité des services. Et donc, il faut faire des choix sur quels sont les services qu'on privilégie et donc quel type d'occupation des sols on privilégie. Et une façon de faire des choix, c'est de mettre une mesure commune sur tous ces services. Et une façon de mettre une mesure commune, c'est de mettre un prix sur tous ces services. Donc on a un moment eu un développement de la monétarisation comme une façon d'arbitrer entre différents services. Et comme mon intervention est finie, je vais laisser ça, Anne-Charlotte Vessière, je pense, va vous en parler en long, en large et en travers. Juste vous dire qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de cette monétarisation, mais je pense qu'on aura plein d'interventions là-dessus. Notamment des controverses entre les pays du Nord et les pays du Sud, et des controverses au sein de la communauté scientifique, dont les écologues, mais pas que, qui est arrivé au point que dans l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, le groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques. Il y a services écosystémiques dans le nom. Il y a une partie des membres de l'IPBES qui disent qu'il faut arrêter d'utiliser le terme service écosystémique et plutôt parler de contribution de la nature au peuple. Donc je pense, François, tu vas en reparler de ça. Voilà. Et donc il faut parler de valeurs, et ça je pense que Anne Atlan va vous en parler. Essayer de transformer notre façon de conserver, ça ce sera François Sarrazin aussi. Et je fais juste un peu de publicité pour Viginature École, que peut-être vous connaissez déjà, qui est donc un programme de sciences participatives proposé par le Muséum d'histoire naturelle pour les écoles, pour suivre de la biodiversité, qui peut être un outil pédagogique pour aborder ces questions de services écosystémiques. Voilà, je passe mes conclusions, je vous ai mis la bibliographie et je vous remercie.